Merci d'avoir suivi RFM. Actu en question revient et dans ce studio, nous accueillons Ali Diouf, ingénieur génie civil, auteur du discours de la construction. Bonjour Ali. Bonjour. Dans ce studio, nous sommes aussi avec Cheikh Gueye, premier adjoint au maire de Dakar. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Voilà, nous allons parler de l'encombrement ou de désencombrement de Dakar. Dakar est-il vraiment étouffé par les nouvelles constructions, monsieur le maire? Merci, mais permettez-moi tout d'abord au nom du maire de Dakar, au nom du conseil municipal et au nom des populations, de saluer les populations de Dakar et particulièrement les auditeurs et auditrices de RFM. Je voudrais aussi vous remercier de l'invitation car je considère Actu en question comme un grand moment d'échange et de partage sur des questions d'une actualité brûlante. La question que vous posez, à savoir l'encombrement de la ville de Dakar, est aujourd'hui une problématique pour les autorités de la ville et de l'État du Sénégal. Et c'est fort de cela justement que nous, en tant que ville, en tant que collectivité locale, conformément au code des collectivités locales qui précise nos attributions, consistant entre autres de contribuer à assurer le bien-être des populations, nous essayons, avec les moyens dont nous disposons, de tout mettre en œuvre pour que les populations de Dakar puissent vivre décemment. C'est ainsi que nous avons initié un certain nombre d'actions et de programmes autour de la lancinante question du désencombrement. Et ces opérations ont pour objectif d'abord de redistribuer et de requalifier l'espace urbain, mais aussi de permettre aux citoyens de s'approprier leur cadre de vie. Et sous ce rapport, je puis vous dire que les populations, chaque jour que Dieu fait, nous encouragent en tout cas à des actions réalisées pour le moment et nous invitent à poursuivre pour assurer le suivi pour que justement la qualité de vie soit des meilleures pour qu'à Dakar, qu'on puisse vivre et circuler sans difficulté. Les constructions anarchiques se poursuivent. On construit jusque même sous les pieds des cimetières, entre autres lieux inadéquats pour la construction. Est-ce que la mairie de Dakar va-t-elle revenir avec ses bulldozers pour les encombrer? Écoutez, à ce niveau, il faut dire quand même que des efforts et des sacrifices réels sont consentis pour d'une part amener les populations à prendre conscience de la nécessité à respecter la réglementation à la matière. Et si ce n'était pas le cas, nous les invitons souvent à faire de sorte que ce qui n'est pas réglementaire puisse être enlevé sans poser préjudice justement aux populations de façon générale, car comme je le dis, c'est un patrimoine de la communauté et il est hors de question qu'une personne, ou en tout cas qu'un groupe de personnes, puisse tout simplement jouir de cet espace qui appartient à toute la communauté. Il nous arrive effectivement, avec nos engins, d'enlever les objets encombrants au niveau des grandes artères ou les concessions qui n'ont pas respecté la réglementation. C'est le lieu aujourd'hui de rendre hommage à l'équipe de la DDU qui, malgré les moyens assez modestes, tous les jours sur le terrain à travers le périmètre départemental de Dakar pour aller à la rencontre de ceux-là qui construisent ou qui occupent l'espace de façon illégale pour les sensibiliser sur le danger que constitue cette occupation anarchique, mais sur la nécessité aussi de se conformer à l'orthodoxie. Et souvent, nous les encadrons, nous leur expliquons, et quand ça se passe ainsi, les populations finissent par comprendre que c'est dans leur intérêt même qu'en matière de construction, il n'y a rien de meilleur que de se conformer à la réglementation. Alors, vous êtes en train de jouer votre rôle, mais quel est le rôle des entrepreneurs, des ingénieurs dans cette symphonie du désordre? Allez. Dans cette symphonie du désordre, le rôle des acteurs, c'est de faire en sorte qu'il y ait de l'ordre.
Mais il faudrait quand même... votre responsabilité surtout. Oui, mais notre responsabilité, moi, j'essaie de le situer dans l'organisation du secteur. C'est là où je mène un combat depuis plusieurs décennies. Je pense que souvent, on a tendance à vouloir tout attendre de l'État. Et ça me choque terriblement. Je pense que l'État, c'est par rapport à notre image que l'État se construit. Nous sommes des acteurs, que ce soit des entreprises, que ce soit des prestataires de services, des ingénieurs, des architectes. Nous devons jouer pleinement notre rôle. Nous devons nous organiser pour que chaque acteur qui intervient dans un domaine précis soit un acteur spécialisé, consciencieux dans ce qu'il est en train de faire de tous les jours et ne pas tellement se soucier à gagner de l'argent. C'est vrai, c'est bon de gagner de l'argent. Mais aussi, il est bon qu'autour de nous, qu'on essaie de voir, par rapport à notre expérience, qu'est-ce qu'on peut apporter pour améliorer les choses. Conscientiser davantage les gens qui sont en train de construire, bien que ces fois, on dit la répétition est pédagogique, on peut continuer à répéter. Et depuis combien d'années on essaie de répéter les mêmes choses et on voit toujours, c'est les mêmes phénomènes qui se produisent. On se dira peut-être qu'on n'a pas assez informé, on n'a pas assez communiqué, mais il faut reconnaître que ces acteurs souvent, du fait de leur manque d'organisation, ça peut contribuer un peu à l'anarchie. Je m'explique. Un entrepreneur qui doit réaliser des ouvrages et qui n'est entreprise que de nom, parce que tout simplement, il a une relation qui lui permet de faire du travail, de l'entrepreneuriat, et que c'est un entre-gens qui lui permet seulement de regrouper des ouvriers pour être un entrepreneur, le phénomène commence à ce niveau-là. De la même manière que des techniciens qui sont peut-être des urbanistes, qui sont des techniciens d'urbanisme, qui sont dans les directions de l'urbanisme, qui deviennent presque entrepreneurs, qui font des travaux, qui surveillent des travaux, alors que ce n'est pas de leur compétence. Tout ça aussi, ça crée tellement de problèmes qui fait qu'on ne peut les constater que quand il y a des désastres. Et que les désastres, je vous assure, ce n'est pas seulement le phénomène des particuliers. Des fois, c'est nous-mêmes qui ne sommes pas assez organisés pour laisser faire et entraîner ces dynamiques-là en disant peut-être que si je ne fais pas comme ça, je ne gagne pas de l'argent. Si je ne suis pas extrêmement exigeant avec moi-même, je ne gagne pas de l'argent, les gens ne viennent pas me voir. C'est là où je dis que nous, acteurs, nous devons nous organiser, nous devons veiller, nous surveiller nous-mêmes pour que chacun dans son domaine, que tu fasses le travail pour lequel tu es jugé compétent, et à partir de ce moment-là, nous serons assez forts pour dire à l'autorité, on ne peut plus accepter telle situation, il faut absolument qu'on s'asseye pour trouver des solutions pour aller de l'avant. Maintenant, y a-t-il assez d'habitations, assez de constructions à Dakar, ou faut-il accélérer très rapidement le désengorgement de la ville ou de la région de Dakar de manière générale? C'est vrai, le désengorgement de l'État, ça c'est quelque chose du domaine vraiment de l'autorité publique. C'est lui qui a entièrement cette responsabilité-là. Et nous, on vient après pour techniquement apporter des solutions techniques. Vous êtes les béquilles de l'État. Nous sommes les béquilles de l'État à condition qu'on veuille faire de nous ces béquilles-là. Parce que, très honnêtement, je le dis, des fois, les experts ne sont pas associés dans la réflexion. C'est pratiquement, une fois que toutes les décisions sont prises, qu'on nous dit, venez exécuter. Vous êtes des prestataires de services. Et ça aussi, ce combat que je mène, je m'adresse au maire, je l'interpelle, parce que je le vis quotidiennement. Vous avez des solutions, vous avez des propositions à faire, vous avez des problèmes d'interlocuteurs. Et ça, c'est un problème. Pour voir les autorités, des fois, c'est toujours un problème. Vous écrivez, on ne vous répond pas. Moi, je dis que le Sénégal, il a ses cadres. Il y a du privé, il y a de l'administration, il y a des experts qui viennent de partout. Unissons nos forces, menons la réflexion et bâtissons ce pays-là. Que ce soit du privé et de l'administration, partout il y a des compétences. Mais partout aussi il y a des brebis galeuses. Essayons de faire en sorte qu'on puisse unifier ces efforts-là pour aller de l'avant, changer les choses. C'est très facile, je vous assure. Aménager, c'est très facile, mais ça demande de l'autorité. Il faut que l'autorité s'exerce. Si l'autorité ne s'exerce pas, il y a des failles qui vont se créer et des gens mal intentionnés vont s'installer et ne vont plus bouger et brandissent toujours la menace de ci ou de ça. L'autorité doit s'exercer et quand on doit aménager, forcément, ça ne va pas marcher. Tout de suite, il a parlé de monsieur qui était en France, j'ai oublié le nom, il a un grand boulevard de nom aujourd'hui et ce n'est même pas un architecte, je crois que c'est un préfet. J'ai oublié le nom, je ne sais plus, je cherche le nom. Mais ce monsieur aujourd'hui,
tout le monde parle des grandes allées de Paris. Il y a des archives, quand on le montre, on montre des grands immeubles où les gens étaient dessus pour casser. Donc il a aménagé, mais il a fait vraiment souffrir beaucoup de gens. Mais ces aménagements-là, ça demande de l'accompagnement. Il y a des coûts énormes. Moi, je dis, aujourd'hui, si j'ai à proposer quelque chose en tant qu'expert, ce que ça vaut comme aménagement, c'est des milliards. On suspend les grands projets dont on parle de routes et machins. Ces milliards-là, il serait plus utile de les mettre dans l'aménagement, de dédommager les gens et de délocaliser les gens. Mais quand on délocalise, ça veut dire qu'il y a d'autres espaces qu'il faut créer. Il ne faut pas faire ce qu'on a fait de Parcelles Assainies. Il faut, quand on aménage pour que les gens viennent ne pas faire les mêmes erreurs qu'on a commises maintenant. Donc il faut en finir avec les routes de VAD. Non, je ne parle pas de route de Wade ni de route de Macky. Moi, je suis un ingénieur, je ne connais qu'un travail bien fait. Et un travail bien fait, ça demande une étude. Mais ce que vous semblez dire, si on revient, si on laisse de côté ces constructions routières pour mettre l'argent dans l'aménagement, oui, cela va tout faire. Mais attends, c'est-à-dire que ça, c'était des politiques qui datent de très longtemps. Tout le temps, on a cru que faire des grandes voies, faire des grands ponts, c'est ça la ville. Non, la ville aussi, c'est les quartiers. C'est les voies urbaines, c'est des habitations correctes, c'est des grands espaces pour que les gens circulent. C'est ça que je dis. Mais si on barre la route à VAD, alors Dakar sera-t-il vraiment comme Paris? Je ne reste pas dans ce débat-là. Moi, je dis aujourd'hui, l'aménagement est un coût. Et ce coût-là, il est possible aujourd'hui de faire un arbitrage. Parce que Dakar étouffe aujourd'hui. On n'a plus d'espace pour circuler. Et ça, il faut, comme le maire est en train de le faire, et souvent, je reconnais que c'est mal vu, mais il faut commencer par là. Il faut qu'il y ait des mécontents, forcément, mais ces mécontents-là, il faut les préparer aussi, de trouver des espaces, ces espaces où on doit les amener. Il faut que ça soit bien aménagé pour que ces gens aient la volonté d'y aller, parce que c'est mieux que là où ils sont. C'est là où je dis, ça mérite une grande réflexion, et moi, très honnêtement, je suis ouvert, avec d'autres experts ici au Sénégal, ils sont ouverts, s'ils sont associés à la réflexion, pour qu'ensemble on trouve des solutions. Alors, la même question à Monsieur le maire. Dakar, comme disait Senghor, à l'an 2000, Dakar sera comme Paris. C'est vrai, il est presque devenu avec les sons et les lumières, mais avec des contrastes inexplicables dans la mesure où, voilà, on voit maintenant des immeubles qui s'effondrent parce qu'il y a une course vers cette construction, une course effrénée et qui crée souvent des dégâts. Et ces lumières sont devenues des flammes, malheureusement. En tout cas, nous en avons l'ambition, nous en avons l'engagement et la volonté. Au regard des actes que nous posons, je pense que, comme le disait Alexis de Tocqueville, que les villes ne meurent pas, elles tombent en désuétude par défaut d'entretien. Je pense que si nous prenons cette maxime de ce grand urbaniste pour en faire une réalité au niveau de notre ville, je pense que Dakar sera l'une des plus belles villes capitales du monde. Et ça ne va pas être facile, évidemment, mais au fruit des actions que nous allons réaliser, avec la concertation, comme il l'a dit, la consultation, des espaces d'échange, avec tous les acteurs, nous pouvons arriver à cela et à la satisfaction des populations de Dakar et des populations qui viennent souvent visiter notre chère ville capitale Dakar. Mais malheureusement, il y a beaucoup de problèmes. Mais c'est ça aussi le développement. Il a dit tout à l'heure qu'il y a des actions qui créent souvent des mécontentements, mais cela ne doit pas nous empêcher de voir que ce que nous sommes en train de faire, c'est une attente des populations, c'était dans notre projet de ville, et c'est une action qui aujourd'hui est profitable à l'ensemble des Dakarois. Quelqu'un d'autre disait évidemment, il faut méditer sur ce que habiter veut dire avant de se loger. C'est le problème que nous avons, et il a parfaitement raison. Même si nous ne prenons pas le soin de réussir les aménagements, les vrais aménagements, pour accueillir les gens, mais si on les déplaçait ailleurs aussi, nous risquons de commettre les mêmes erreurs. Je pense que le développement a un coût, l'habitat a un coût, et il faut le mettre dedans. Et il a parfaitement raison de dire que le moment est venu, en tout cas pour le Sénégal, aujourd'hui de se pencher sur l'habitat, de prendre en charge
les questions d'habitat, les questions de l'établissement humain. Parce que c'est ça aussi une ville. Comme je l'ai dit tout à l'heure, une ville a des fonctions. Il faut aménager des espaces de vie, de rencontre. Il faut aménager des espaces de commerce. Il faut aménager des espaces de loisirs. Une ville, quand elle n'a pas ces fonctions-là, elle va étouffer. On parle de ville, mais ce n'est pas une ville. Mais alors vous, avec la municipalité que vous dirigez, est-ce que vous êtes prêt à partager? Est-ce que vous pensez que les autres régions aussi ont le droit d'accueillir certaines institutions souvent dévolues à la région de Dakar? Ce n'est pas le fait d'être prêt ou de ne pas être prêt. C'est une ambition, c'est une vision de l'État. Et je pense que l'État a cette vision-là. Maintenant, il nous faut prendre nos responsabilités, comme il l'a dit tout à l'heure, parce que la problématique du désencombrement de Dakar, du désengorgement de Dakar, mais elle est aussi vieille que le monde. On en parle depuis quand? Vous rappeliez tout à l'heure que Senghor disait en 1960, je ne sais plus, en l'an 2000, Dakar sera comme Paris. Ça, c'était une ambition, c'était une vision de Senghor. Mais qu'est-ce qui a été fait depuis lors? Qu'est-ce que nos gouvernants ont fait pour justement traduire ce rêve de Senghor en acte? Et qu'est-ce qui a freiné cela aussi? Mais je pense qu'il y a à la fois beaucoup de phénomènes sur lesquels je pense qu'on peut agir pour traduire le rêve de Senghor. La faute à qui? Aux populations ou aux élus? Je pense que c'est une responsabilité collective. Mais ce qui importe, et c'est mon sentiment, c'est que l'État, aujourd'hui, a une très grande responsabilité par rapport à ça. C'est à l'État d'organiser, de réorganiser, de restructurer, de donner aux villes leur véritable fonction, de promouvoir un développement au niveau de la ville capitale, mais comme à l'intérieur du pays. Et je suis convaincu que le jour où on arrivera à faire des pôles de développement qui seront à mesure de prendre en charge les préoccupations des Sénégalais, en ce moment, on aura vraiment faire du rêve de Senghor une réalité. La responsabilité incombe aussi à nos chers ingénieurs qui, malheureusement aussi, d'une complicité peut-être en tout cas active ou passive, laissent aussi les gens construire. On va donner l'exemple de l'immeuble Tamoro. On disait pendant un certain temps, on ne doit pas construire à une certaine hauteur. C'est fait aussi avec d'autres immeubles. Alors, pourquoi les ingénieurs que vous êtes, vous restez silencieux? Moi, je ne suis pas resté silencieux. Je pense que si j'étais resté silencieux, je ne serais pas là. Mais d'une manière ou d'une autre. Ouais, mais l'exemple que vous prenez, moi, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. L'immeuble Tamoro, moi, en tant qu'ingénieur, très honnêtement, je n'ai jamais vu, lu, entendu qu'il y a un problème de sécurité parce que c'est la hauteur. Non, le périmètre ne pose pas un problème de sécurité. Mais l'immeuble Tamoro, c'est un immeuble qui a été construit dans les règles de l'art. Voilà. Donc, c'est là où je peux en tenir, parce que je ne veux pas citer des cas comme ça. Mais notre responsable en tant qu'ingénieur, c'est vrai, c'est réel. Les ingénieurs au Sénégal ne se parlent pas. Et ça, c'est un problème. Les ingénieurs plus les architectes ne se parlent pas. C'est un problème. Ces acteurs-là, je pense que s'ils arrivent à porter une seule voix, à se concentrer, à se réunir, à travailler en synergie, on est capable, très honnêtement, de faire changer même des décisions gouvernementales. Parce que le politique, c'est un politique. Il a une vision. Il a un esprit pour améliorer les conditions des citoyens. C'était vœu. Mais il ne peut pas les réaliser seul parce qu'il n'a pas ses compétences techniques pour le faire. Donc, c'est nous qui devons être au cœur de ces actions. Et si on n'est pas organisé pour être des forces de proposition, ça ne va pas aller. Et c'est là où j'invite nos amis architectes et ingénieurs d'avoir quand même un petit recul pour essayer de mieux s'organiser, pour être des forces de proposition. Parce que tout ce que nous vivons là, il y a des gens qui en ont parlé. Mais ça manque un peu de cohésion, ça manque un peu d'harmonie pour que l'autorité puisse faire attention. Moi, je prends des exemples. Moi, tout seul, il y a des choses que j'ai fait tout seul dans le temps. Mais ça a réussi, ça a marché. Donc, ça veut dire que si on élargit ça avec une certaine harmonie, ça va marcher. Tout de suite, je cherchais un nom, c'est Haussmann. Haussmann, aujourd'hui, tout le monde parle de boulevard Haussmann. Mais ce que Haussmann a fait en France, il y a des gens capables de le faire ici au Sénégal. C'est un être humain, ce n'était pas un architecte, ce n'était pas un ingénieur. C'est une autorité politique.
Ok? Donc le politique, s'il a la volonté de changer les choses, forcément il trouvera à côté de lui des acteurs pour l'assister. Mais seulement le conseil que je donne aux politiques, il faut qu'il ait le souci, très honnêtement, je le dis tout haut, de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut en fonction de sa compétence et de son savoir-faire. Tant qu'on ne réduit pas la réflexion en commençant par ça, on ne pourra absolument pas développer ce pays. Et sinon, c'est vous qui payez toujours les pots. C'est pas nous. C'est aussi le cas de Jean Lefebvre au Sénégal avec Barata, hein, n'est-ce pas? Pas de commentaire? Pas de commentaire. Alors, Monsieur Gueye, selon vous, il a donné quand même quelques voies à suivre. Alors vous, quel est votre plan directeur? En tout cas, en tant que ville, soucieux du bien-être des populations, nous essayons à chaque fois que l'occasion se présente de voir avec les concernés comment prendre en charge les domaines de compétences qui nous sont transférés. En ce qui concerne Dakar, je dois rendre hommage à la direction de la planification et développement durable pour l'élaboration du document d'orientation stratégique qui donne une vision de Dakar à l'an 2035. C'est dire qu'au niveau de la ville de Dakar, nous avons une vision, nous avons une ambition pour la ville. Et nous travaillons pour faire de cette ambition une réalité. Mais comme il dit, nous ne sommes pas fermés. Nous sommes très ouverts et nous sommes prêts à discuter, à échanger, à partager avec tous les acteurs. C'était le cas à l'occasion de Africité, où après le lancement même du document d'orientation stratégique, nous avons aménagé des espaces de concertation, d'échange sur les grands projets et programmes de la ville de Dakar. C'est dire que cette ambition, elle est là, la volonté, elle est là, et je pense qu'avec l'appui des Dakarois et des Dakaroises qui doivent comprendre que la gestion participative, ce n'est pas seulement au moment de la prise de décision, mais c'est aussi au moment de la mise en œuvre et même de l'évaluation. Et qu'à ce titre, aujourd'hui, c'est une responsabilisation même des citoyens dakarois pour le devenir de Dakar. Et je pense qu'à ce titre, aujourd'hui, des efforts réels sont consentis. Et je pense que tous ensemble, à l'unisson, nous arriverons à traduire ce rêve de Senghor et à faire de sorte que Dakar soit l'une des plus belles villes capitales du monde. C'est possible. Alors, allez, voilà, vous dites que c'est possible. Ouais. Alors, en 2035, donnez-nous une petite image de Dakar, vous en tant qu'ingénieur. C'est un exercice difficile, mais comme il le dit, il parle de 2035. Prenez vos équerres et vos rêves. 2035, très honnêtement, je n'ai pas vu de grands changements. Très honnêtement. Parce que je n'ai pas vu les prémices aujourd'hui des actions qui m'édifient et qui me disent qu'en 2035, ce changement souhaité, je ne l'ai pas vu en tant qu'expert, en tant que technicien, parce que d'abord, il y a un problème d'organisation qui se pose. On ne sait plus qui fait quoi. L'argent, en général, comment il est utilisé, des fois, il y a des problèmes. Il y a des choix qui sont faits qui souvent ne sont pas tellement bien partagés. Tu te lèves le matin, tu vois des choses qui se fassent. Les études, il n'y en a pas assez. Les architectes se plaignent parce qu'ils ne sont pas associés à ceci. Donc, 2035, si, comme il est dit, ça doit se faire, ça nécessite une organisation, ça nécessite que les gens se parlent, ça nécessite une grande ouverture pour que les gens puissent se concerter pour poser les actes qui nous permettent d'imaginer en 2005 que les choses vont changer. Deux visions antinomiques. Elle est pessimiste, elle est aussi optimiste. C'est la vision de Allegri et Ali Diouf qui était dans ce studio, ingénieur, auteur du discours de la méthode. Discours de la construction. Discours de la construction, voilà. Mais c'est toujours la méthode quand même. Exactement. Voilà. Alors, dans ce studio, nous étions aussi avec Cheikh Gueye, premier adjoint au maire de Dakar. C'était pour parler du désengorgement ou de l'encombrement tout court de Dakar en question. Alors, Actu en question, c'est fini. Nous vous donnons rendez-vous demain pour un autre numéro. Au micro, Ibrahim Benjamin Gagne. Merci d'avoir